Je vais vous parler des scénarios prospectifs qui ont été faits par l'ADEME dans un cadre d'un projet qui s'appelle Transition 2050. L'enjeu de Transition 2050, c'était de se dire, on voudrait bien atteindre les objectifs du GIEC, les objectifs de la COP 21. Politiquement, on a signé pour dire on voudrait tenir 2 degrés de réchauffement. Pratiquement, comment faire ? Alors comment faire ? On va parler du bâtiment, mais dans les travaux qui ont été menés, ça a porté sur tous les secteurs. L'alimentation, les transports, le bâtiment, les achats, l'ensemble des choses. On va faire un petit test. Combien d'entre vous ont déjà fait leur bilan carbone personnel et sont donc capables de dire, en gros, j'émets tant de tonnes par an ? Alors, je vous invite à aller le faire, parce que de manière pédagogique, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Ça vous prend 10 minutes, et à ce moment-là, vous allez voir où passe le carbone. Vous ne l'avez peut-être pas en tête, chacun d'entre nous met dans l'atmosphère, tous les ans, une poubelle qui pèse 10 tonnes. Donc chaque Français, c'est 10 tonnes de carbone émis, envoyé dans l'atmosphère tous les ans. C'est important de voir où ça passe. Et quand on se rend compte de ce poids-là, on se rend compte de l'impact de la pollution qu'on fait tous, chacun. Alors, pour regarder ces engagements dans la COP 21, il y a un engagement qui est de réussir à ne pas émettre plus de gaz carbonique et de gaz à effet de serre qu'on en absorbe. Parce que si vous prenez un appareil de mesure et que vous mesurez la quantité de CO2 dans l'air, vous pouvez le faire. C'est très simple, ça coûte 100 € à peu près. Ça vous permet de voir ce que ça donne. C'est très bien aussi pour voir le confinement. Mais vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est qu'il y a du CO2 dans l'atmosphère. On le voit, il est partout. Et que l'enjeu, c'est d'arrêter d'en mettre plus. Donc, pour ça, il faudrait arriver... Alors, vous avez en orange ce qui se passe en 2019, la première courbe, ce qui se passe en 2019. Qu'est-ce que vous voyez ? Le orange, c'est ce qu'on envoie dans l'atmosphère. Et le vert, c'est ce qu'on absorbe. Alors ce qu'on absorbe, c'est principalement les forêts et les terres qui sont capables d'absorber du gaz carbonique. Voilà où on en est. L'enjeu, si on veut se limiter à 2 degrés, il ne s'agit pas de faire beaucoup mieux que ça, se limiter à 2 degrés, il faut arriver à ce qu'on a à droite en 2050. Vous voyez, on fait baisser considérablement ce qu'on émet et on absorbe un peu plus. Voilà le défi. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait dans les travaux de l'ADEME ? On s'est dit d'abord, il n'y a pas une solution unique. Il y a plusieurs solutions pour le faire. Certains peuvent avoir des envies disant « moi je crois à la technologie, je vais avoir des solutions qui vont être plus efficaces pour le faire ». D'autres disent plutôt non, il faut s'appuyer sur le comportement des gens. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 4 scénarios très contrastés, vous voyez, qui ont leur nom ici. Génération frugale, c'est une génération où on joue beaucoup la frugalité, qu'elle soit volontaire ou un peu contrainte. Typiquement, s'il n'y a plus de gaz cet hiver, à un moment, on sera peut-être un peu contraint de mettre des pulls, voir s'il n'y a plus de chauffage, en mettre beaucoup. Deuxième idée, coopération territoriale, c'est de dire qu'on va plutôt au plan local, dans les territoires, essayer de trouver des solutions intelligentes pour progresser ensemble. Troisième idée, technologie verte. C'est l'idée que les technologies vont nous permettre de faire progresser la manière de faire et qu'on va pouvoir, avec ça, émettre moins de gaz à effet de serre. J'en ai sur des exemples. Et le dernier, c'est pari réparateur. On n'a qu'à continuer comme on fait maintenant. Il y a des technologies nouvelles qui vont venir et ces technologies nouvelles nous permettront de nous en sortir. Alors, ensuite, on a en fait 4 modes d'action possibles. Je vais commencer par la droite, c'est-à-dire pas le schéma habituel, le puits carbone. Les puits carbone, vous voyez que les scénarios, il y en a qui ont 4 étoiles sur un sujet, d'autres ont une seule étoile. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller plus ou moins fort sur chacun des sujets. Le puits carbone, quand vous avez une étoile, c'est de dire
on va protéger les forêts, on va essayer de protéger les sols, d'éviter par exemple de laisser, après les labours, des champs nus dans lesquels on a le carbone qui est dans le sol qui s'en va. On va juste travailler sur les forêts, sur les sols, un petit peu. Quand vous allez sur le 3, et pour des bâtiments, on va peut-être faire quelque chose, tout simplement, c'est que du bois qu'on va sortir des bâtiments ou des biosourcés qui ont capté du carbone, on va les utiliser dans les bâtiments parce qu'en les utilisant dans les bâtiments, on fait de nos bâtiments un stock de carbone. Donc le bâtiment contribue. Quand vous arrivez au niveau 3, vous avez une approche un peu différente qui dit, on nous a dit que le ciment c'était un problème. Le ciment, c'est effectivement 10% des émissions. Une cimenterie, ça consomme de l'énergie et ensuite ça fait un truc tout bête, c'est que ça prend du calcaire. Le calcaire, c'est quoi? C'est des animaux qui ont attrapé du CO2, qui sont morts, qui sont devenus là, qui sont restés dans le calcaire. Juste quand vous faites du ciment, vous allez le faire chauffer et vous allez recracher ce CO2-là. Donc vous avez 2 fois du CO2 qui est émis par l'énergie et par ce CO2 qui s'en va. Eh bien, c'est simple, une cimenterie, c'est un gros objet. Et si on allait capter le CO2 en haut? Alors c'est une idée qui paraît intéressante. Pour l'instant, il y a des protos pour le faire. Ça fait des petites quantités. Mais des gens disent on pourrait peut-être aller plus loin et travailler là-dessus. Ce n'est pas mûr aujourd'hui, hein, on n'a pas les technologies pour le faire, mais certains disent il faut travailler sur ce sujet-là. Là, c'est déjà un peu, est-on capable de le faire pour 2050? Il y a un gros point d'interrogation. Le 4 étoiles en bas, ça va encore plus loin. Ça consiste à dire, allons pas regarder que les cimenteries, là dans cette pièce, il y a du CO2. J'ai qu'à mettre une machine qui va attraper l'air, récupérer le CO2 et aller l'enfuir à un endroit où on avait du pétrole ensemble. Là, on est aussi sur des technologies qui pourraient exister, mais qui sont très science-fiction. Donc vous voyez, le scénario Paris réparateur, il dit je ne vais pas changer mes modes de vie, mais je pense qu'il y a des technologies qui vont arriver et qui permettront de résoudre. On peut croire à ça. La question se pose, qu'est-ce qui se passe si les technologies n'arrivent pas? Deuxième sujet, c'est énergie décarbonée. Dans l'énergie décarbonée, c'est l'idée que je vais transformer mes énergies fossiles, je vais les remplacer par des énergies décarbonées. Alors, c'est des énergies décarbonées, ça peut être du nucléaire, ça peut être des sources renouvelables de production d'électricité, ou ça peut être des sources renouvelables de production de chaleur, par exemple la géothermie. Je vais changer mes énergies. Vous voyez, là, ça ne fait pas grand-chose pour le bâtiment. On change juste la manière dont on l'alimente, et on l'alimente avec des sources décarbonées. Petite question qui se pose sur ces sources décarbonées, est-ce qu'on va être capable d'en avoir suffisamment? Surtout que tout le monde voudrait bien les utiliser. Les voitures vont utiliser l'électricité, les bâtiments l'électricité, et à un moment se pose la question de arrivera-t-on à faire suffisamment de sources décarbonées pour pouvoir arriver à émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre? Vous voyez que le scénario technologie verte, il met pas mal sur les puits carbone, beaucoup sur l'énergie décarbonée. Le troisième paquet, c'est l'efficacité. L'efficacité dans le bâtiment, c'est simple, hein, c'est la chasse aux... Première chose de l'efficacité dans le bâtiment, c'est vous isoler les bâtiments. Le gros de la consommation des bâtiments, en particulier des bâtiments existants, c'est les consommations de chauffage, d'eau chaude. Il faut les isoler, ça c'est de l'efficacité. Il faut des fenêtres plus performantes, il faut des éclairages plus performants, on passe au LED. Et donc, dans cet aspect efficacité, on joue beaucoup sur cet aspect efficacité. C'est à nouveau de la techno un peu plus connue, déjà largement déployée. Le sujet, c'est de la multiplier. Rénover un bâtiment, on sait faire. Faire des bâtiments basse consommation, voire à énergie positive, on sait faire. Le problème, c'est de réussir à rénover le parc. Dernier sujet, c'est la sobriété. Alors la sobriété, vous en entendez parler tous les jours aux 20h. Avec une idée toute bête sur la sobriété, c'est comment on fait pour passer l'hiver.
Est-ce que je vais mettre des pulls? Vous voyez, tous les ministres vont venir avec des cols roulés. On a des aspects de je vais chauffer moins, typiquement. Je vais utiliser moins d'eau chaude. Je vais décaler les heures de consommation. C'est de la sobriété. C'est une première sobriété. Dans le bâtiment, il y en a une autre qui est au moins aussi importante, qui est quelle surface de bâtiment on utilise. Au cours des 30 dernières années, on a considérablement augmenté la surface qu'on utilise. Pourquoi? Un peu parce que les logements ont été plus grands, et encore, ce n'est pas vrai partout, mais beaucoup parce qu'on est moins nombreux dans les mêmes logements. La population vieillit, il y a moins d'enfants. Quand on est plus vieux, on a plus de surface. Aujourd'hui, il y a une règle toute simple. À 35 ans, vous avez 35 mètres carrés par personne de logement. À 65 ans, vous avez 60 mètres carrés. Donc, on a un enjeu important sur la sobriété, c'est de savoir quelle surface de bâtiment on va avoir. Au cours des 30 dernières années, tous les progrès qu'on a faits en efficacité, les RT, les bâtiments BBC, les rénovations, ont été mangés par l'augmentation de surface. On voit bien l'enjeu. Donc vous voyez, il y a différentes manières de jouer et différents scénarios. Alors qu'est-ce que ça donne quand on regarde ces scénarios et qu'on regarde à quoi on arrive? On va commencer par la courbe de droite. Vous voyez sur cette courbe de droite combien on consommait en 2015, en gros dans le logement en orange et dans le tertiaire en vert. Ça c'est 2015. Le tendanciel, si on continue juste en faisant ce qu'on a déjà fait et en pratiquant ce qu'on pratique aujourd'hui, on pourrait baisser de 23% la consommation d'énergie finale des bâtiments. Ensuite, dans les scénarios qu'on a vus, 1, 2, 3, 4, vous voyez des baisses de consommation qui sont de l'ordre de 49% sur celui où on met beaucoup l'accent sur la sobriété, et puis jusqu'au scénario 4, qui fait que moins 21%. On ne s'embête pas trop à droite de réduire les consommations puisqu'on se dit qu'on pourra absorber derrière. Donc vous voyez des scénarios qui se différencient dans leur consommation d'énergie. Maintenant, quand on regarde leurs émissions de carbone, c'est un peu différent. Vous voyez le 2015, le tendanciel qui est extrêmement plus bas, et ensuite les S1, S2, S3 qui sont beaucoup plus bas que ce qui est la tendance actuelle. Donc il faut vraiment faire un effort majeur. Sobriété, efficacité, décarbonation des énergies. Et ces trois scénarios, finalement, arrivent tous les trois à des émissions de carbone extrêmement basses. C'est-à-dire, comme on veut arriver à zéro, il faudra bien sûr absorber du carbone, mais on pourra l'absorber avec des technologies qui sont existantes. Bonne gestion des terres, gestion de la forêt. Alors que dans S4, vous voyez une émission plus importante, il faudra aller sur des technologies qui ne sont pas matures aujourd'hui. Alors, quand on regarde un certain nombre d'incontournables, de choses qu'on va retrouver dans les différents scénarios. Sur l'isolation thermique, on a environ 80% des logements qui ont été rénovés à un niveau performant, BBC rénovation à minima. Ça veut dire qu'il n'y a pas photo. Le défi, si on veut avoir un climat dans lequel on peut vivre correctement, le défi majeur des architectes, il est là. Vous avez un défi majeur de réussir à prendre votre pierre dans un sujet qui est la rénovation des bâtiments. Donc ça veut dire qu'on va baisser les consommations de chauffage de 60 à 75%, baisser les consommations d'eau chaude sanitaire. Si on prend les scénarios, ça c'est les scénarios S3 et S4 qui sont un peu moins ambitieux, demandent quand même une augmentation sans précédent du rythme des rénovations. Donc ça, votre boulot il est là en grande partie. Mais faire des rénovations qui seront adaptées, bonne adaptation, c'est-à-dire qu'on rénove, mais on s'arrange aussi pour que ça tienne bien les jours où il fait chaud. Et puis en même temps, on s'arrange pour que, comme la société va vieillir, ce soit bien adapté à des gens qui vieillissent. Et peut-être qu'on évite d'avoir des rénovations dans lesquelles, plus on est vieux, plus on a de surface, parce que c'est peut-être pas la solution la plus adaptée pour bien s'en sortir. Côté des énergies, éradication du fioul, sauf un peu dans ce scénario Paris réparateur,
baisse de la part des logements chauffés au gaz, forte électrification, il y a des pompes à chaleur et l'amélioration de leur performance. Donc, vous voyez les systèmes qui sont en train de bouger. On va vers des systèmes électriques, PAC, réseau de chaleur, un peu de bois. Alors, quelle place pour la sobriété? Si on regarde ce sujet de sobriété, qu'est-ce qu'on peut faire? On a comparé deux scénarios. Le scénario 1, génération frugale, et le scénario 3, technologie verte. Dans le scénario 1, on va clairement se dire qu'on a déjà un parc considérable, qu'il est, quand on le regarde, relativement peu utilisé, et qu'on peut beaucoup mieux l'utiliser, et que ça va se traduire sur la période 2015-2050, certes par des logements neufs, 4 millions de logements neufs, mais en nombre relativement limité. On a 522 millions de tonnes de matériaux de construction et 170 milliers d'hectares artificialisés. Donc vous voyez, on continue à faire croître un peu. En revanche, dans le scénario technologie verte, là, on se dit que finalement, on veut des bâtiments hyper efficaces. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de bâtiments anciens dont on dit « ceux-là, je vais plutôt les casser pour les reconstruire ». On parle de haussmannien des banlieues. Un peu l'idée d'Haussmann, je casse le truc ancien et je remets. À ce moment-là, vous avez 12 millions de logements neufs, là, beaucoup plus de logements neufs, mais vous avez 1300 millions de tonnes de matériaux de construction. Donc vous voyez, on a des besoins de ressources qui sont considérables et une artificialisation qui est beaucoup plus importante. Ce qui veut dire qu'en carbone, on arrive à peu près à la même chose, mais en biodiversité, ce n'est pas la même histoire. En besoin de matière, ce n'est pas la même histoire. Autre élément sur la sobriété, on sait que quelque chose qui a énormément bougé, c'est la consommation d'électricité pour différents trucs, que ce soit les smartphones, la centaine d'appareils électriques qu'on a dans la maison. Comptez chez vous combien vous avez d'appareils électriques. Souvent, les gens disent j'en ai 10, j'en ai 20. Quand on compte, c'est plutôt 100. On voit que, suivant les scénarios de sobriété, on peut avoir une décroissance forte de ces consommations-là, ou au contraire, une croissance très forte de ces consommations-là. Voilà, j'en ai fini sur la présentation rapide de ces scénarios. La question qui va se poser, c'est quelle place pour les architectes? Parce que si vous regardez bien, je pense que dans les puits carbone, vous allez pouvoir mobiliser le biosourcé, ça c'est pour vous, mais la centrale qui va venir capter le carbone sur la cimenterie, je pense que vous n'y ferez pas grand-chose. Les architectes, sauf les spécialisés cimenterie, ils ne feront pas grand-chose. Dans les énergies décarbonées, c'est plutôt quelque chose qui va se passer à l'extérieur du bâtiment. Vous allez être utilisateur de ces énergies. Dans les aspects sobriété et efficacité, vous avez un vrai rôle à jouer. Et c'est probablement dans ces scénarios-là que le métier de l'architecte a le plus de sens, puisque ça peut être des métiers très attirants, qui attirent des jeunes pour se dire c'est des métiers dans lesquels il y a à inventer comment on va faire des bâtiments attractifs pour demain. Et peut-être que le bâtiment attractif pour demain, ce n'est pas ce bâtiment attractif d'aujourd'hui ou d'avant-hier. Merci.